Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mouvement littéraire absolument passionnant et essentiel pour le bac de français, le symbolisme. Ensemble, on va apprendre à décoder ce fameux monde invisible que ces poètes ont cherché à nous révéler. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de partir de cette question, une question un peu vertigineuse. Et si tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, n'était en fait qu'une apparence? Le voile qui cache une réalité bien plus profonde, un monde spirituel. C'est de cette intuition, de cette interrogation fondamentale que tout le mouvement symboliste va naître. Voici notre plan de bataille pour maîtriser ce mouvement. On va d'abord plonger dans le contexte pour comprendre pourquoi les poètes ont voulu fuir le réel. Ensuite, on va se munir des outils d'analyse indispensables qu'on appliquera directement sur un texte clé, Correspondance de Baudelaire. On verra comment cette vision évolue vers la figure radicale du poète voyant et on terminera bien sûr avec une fiche spéciale bac pour tout synthétiser. Allez, on commence. Pour bien saisir l'essence du symbolisme, il faut d'abord comprendre d'où il vient et surtout contre quoi il s'est construit. C'est un mouvement de réaction. Et la réaction, elle est frontale. Le symbolisme naît en opposition directe au naturalisme, celui de Zola par exemple. Imaginez le choc. D'un côté, les naturalistes qui décrivent le réel avec une précision quasi scientifique, froide, qui s'intéressent au bas-fond de la société. Et de l'autre, les symbolistes qui trouvent cette vision terriblement limitée, matérialiste. Pour eux, le but de l'art n'est pas de décrire le réel, mais de s'en servir pour suggérer autre chose. Comme le dit leur manifeste, il faut vêtir l'idée d'une forme sensible. Autrement dit, utiliser le concret pour parler de l'abstrait, du spirituel. Alors, comment on en est arrivé là? Plusieurs dates clés sont à retenir. Tout commence bien avant le manifeste officiel, avec une œuvre fondatrice, Les Fleurs du Mal de Baudelaire en 1857. Il pose toutes les bases. Ensuite, un événement historique va tout accélérer, la terrible répression de la Commune de Paris en 1871. C'est une désillusion immense pour toute une génération d'artistes. La réalité est décevante, violente, alors on cherche une échappatoire dans le rêve, dans l'art. Le mouvement va ensuite se structurer officiellement en 86 avec le manifeste de Moréas pour atteindre son point le plus extrême, le plus hermétique, avec Mallarmé à la toute fin du siècle. Bien, maintenant qu'on a le contexte, il nous faut les bons outils pour entrer dans les textes. Ce sont des concepts fondamentaux que vous devez absolument maîtriser. L'outil numéro 1, c'est bien sûr le symbole. C'est la pierre angulaire du mouvement. Pour un symboliste, un objet du monde n'est jamais juste lui-même. Une rose, une forêt, un coucher de soleil, tout ça, ce sont des signes, des symboles, qui renvoient à des idées supérieures avec un grand I. Le poète change donc de rôle, il n'est plus celui qui décrit le monde, il devient celui qui le déchiffre, une sorte de traducteur de l'invisible. D'accord, mais comment fait-il pour déchiffrer? Grâce à ce qu'on appelle les correspondances. C'est un concept absolument génial, hérité de Baudelaire. L'idée, c'est qu'il existe des ponts secrets, des échos, des liens invisibles entre le monde matériel et le monde spirituel. Et la poésie, par la puissance de ses images et de ses sons, est le seul moyen de traverser ces ponts, de révéler ces fameuses correspondances. Et pour nous faire ressentir physiquement ces correspondances, les poètes ont une arme secrète, une figure de style qu'ils adorent, la synesthésie. Alors ça, c'est le mélange des sens. Une odeur peut être verte, un son peut être coloré, une couleur peut être musicale. En cassant nos habitudes de perception, la synesthésie nous donne un aperçu de cette profonde unité du monde où tout communique. Et voici le vers qui illustre parfaitement cette idée. C'est sans doute le vers le plus célèbre de tout le mouvement et il est essentiel. Notez bien le verbe. Baudelaire ne dit pas que les sens coexistent, il dit qu'ils se répondent. Il y a un dialogue, un écho. C'est ça, l'essence même des correspondances. Parfait. Maintenant qu'on a nos outils, mettons-les au travail. On va analyser ensemble le texte qui est considéré comme l'acte de naissance du symbolisme, bien avant le manifeste officiel, le sonnet Correspondance de Baudelaire. Regardez bien ce premier quatrain. Dès le premier vers, la métaphore centrale est posée et elle est incroyablement puissante. La nature est un temple. Ce n'est donc plus un simple décor, c'est un lieu sacré. Les arbres deviennent des vivants piliers qui nous parlent, mais dans une langue mystérieuse, avec des confuses paroles. L'homme n'est qu'un passant dans cette forêt de symboles qui, en plus, l'observe. Vous sentez? Le monde n'est plus inerte, il est vivant, il est plein de sens et il est un peu inquiétant. Et dans le deuxième quatrain, on passe de la théorie à la démonstration. Baudelaire nous montre comment ça fonctionne. Nos sens ne captent que des échos d'une réalité unifiée, d'une profonde unité. Une unité si vaste qu'elle réconcilie les contraires, comme la nuit et la clarté. Et tout ça pour aboutir au vers final, ce fameux vers où tout fusionne, les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
La synesthésie est là, en action. Alors, si Baudelaire a ouvert la porte de ce monde invisible, Arthur Rimbaud, lui, va la défoncer. Il va pousser la logique à l'extrême et proposer un rôle complètement nouveau, radical pour le poète. Il ne s'agit plus seulement de déchiffrer, il s'agit de voir. Cette phrase, c'est une bombe, une déflagration dans l'histoire de la poésie, tirée de ce qu'on appelle la lettre du voyant. En disant « je est un autre », Rimbaud fait exploser la poésie romantique et personnelle. Le jeu du poète n'est plus sa petite personne, son ego. Non, le poète devient un simple canal, un médium à travers lequel parle quelque chose de plus grand que lui. C'est un renversement total de l'identité du créateur. Alors, comment devient-on ce poète médium? C'est un véritable programme de vie que nous donne Rimbaud. On ne naît pas voyant, on se fait voyant. Et la méthode est radicale. C'est un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Retenez bien le mot raisonner. Ce n'est pas une simple débauche, c'est une quête volontaire, systématique, presque scientifique, pour détruire la perception ordinaire et atteindre l'inconnu. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la voyance rimbaldienne n'est pas une inspiration qui tombe du ciel. C'est un processus, une alchimie douloureuse et structurée. Ça commence par une exploration de soi, puis il faut cultiver cette âme, la rendre monstrueuse pour la faire sortir de ses limites. Ensuite vient le dérèglement. Explorer toutes les expériences limites, les poisons, la folie, la souffrance. Et de tout ce chaos, le poète alchimiste doit extraire les quintessences, la matière poétique pure. C'est une démarche sacrificielle. Le poète se consume pour atteindre une vérité supérieure. Allez, pour finir, on rassemble tout ça. Voici une fiche synthétique conçue pour vous aider à organiser vos idées et à être efficace dans vos révisions pour le baccalauréat. Ce tableau, c'est votre mémo. Il résume les 4 figures majeures. Baudelaire, c'est le grand précurseur, le père des correspondances. Rimbaud, le révolutionnaire, l'inventeur du voyant. N'oubliez pas Verlaine, qui va insister sur l'importance de la musique avant toute chose, notamment avec le vers impair. Et enfin Mallarmé, qui pousse la logique jusqu'au bout vers une poésie quasi abstraite, hermétique. Et là, très concrètement, c'est ce que l'examinateur va chercher dans votre copie ou lors de votre oral. Il ne suffit pas de réciter des définitions. Il faut prouver que vous savez les repérer dans un texte, analyser les figures de style, les rythmes, les sonorités qui les créent. Et surtout, l'attendu principal, toujours faire le lien entre l'analyse de la forme et l'interprétation du sens. C'est ça le cœur de l'exercice. Pour conclure, le symbolisme nous laisse avec cette grande question qui est toujours d'actualité. Finalement, quel est le rôle du poète? Est-ce que c'est un explorateur qui plonge plus profondément dans le réel pour en révéler le sens caché? Ou bien est-ce que c'est un créateur qui, déçu par la réalité, s'en échappe pour bâtir des mondes entièrement nouveaux, des mondes de langage? C'est une excellente problématique pour nourrir une dissertation ou pour ouvrir la discussion à l'oral.